qui tu es. Et de plus, vous croisez cette phrase avec une affirmation de Feuerbach, le penseur matérialiste, qui dit « l'homme est ce qu'il mange ». Alors, c'est là que je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une personne se révèle par ses habitudes alimentaires, que les habitudes alimentaires, la manière dont quelqu'un mange, en dit long sur ce qu'il est, sur son identité, sur sa personnalité? Et vous-même, est-ce que vous pouvez décrire les grands principes qui guident votre alimentation? Oui, je crois effectivement que ces deux philosophes-là ont raison, parce que Brillat Savarin, et c'est pas seulement un nom de fromage, il a donné son nom à un fromage, mais c'est un philosophe. On n'en parle pas parce que les philosophes, il faut que ce soit sérieux, que ce soit très ennuyeux et très illisible. Et Brillat Savarin, il est drôle et lisible. Donc on en a fait une espèce d'amuseur, de gastronome, bien courant dont on ne parle pas beaucoup, qui est le courant des idéologues, avec un U majuscule, qui sont des philosophes, mais pas beaucoup, d'Estude de Tracy et quelques autres, mais il fait partie de ce courant-là. Et c'est une façon sensualiste et matérialiste de faire de la philosophie. Donc effectivement, il le dit, et que effectivement l'homme est ce qu'il mange, c'est la phrase de Feuerbach, mais c'est cette idée-là. Et c'est repris cette idée par Pierre Bourdieu, qui fait une sociologie de tout, y compris de l'alimentation. Et quand on va dans un restaurant, d'abord on ne va pas dans n'importe quel restaurant, d'abord il faut un pouvoir d'achat. Par contre, il y a des restaurants qu'on ne peut pas se permettre de fréquenter, ou alors une fois dans sa vie, ou de temps en temps, pour des grandes occasions. La gastronomie est quand même un sport de riche. Les grands vins, c'est aussi un sport de riche. L'énologie, si vous voulez vraiment savoir ce que sont des Pétrus ou des Igem, ça coûte cher. Il y a peu de gens qui peuvent vraiment avoir une vraie culture sur ce terrain-là, s'ils paient eux-mêmes du moins leur bouteille. Parce qu'après, il y a des gens qui ne paient pas grand-chose, ce sont les boîtes qui payent pour eux. Et quand on va dans un restaurant, on a déjà dit beaucoup de choses. On ne rentre pas par hasard dans un endroit où on fait de la tête de veau, du ragoût, ou dans un restaurant qui fait de la cuisine moléculaire, par exemple. C'est pas exactement la même chose. Quand on rentre dans le restaurant, on a un menu, et dans le menu, on ne va pas choisir innocemment des sushis, par exemple, du poisson cru, ou alors, je reprends la question du ragoût, par exemple. C'est pas exactement la même chose. Il y a des plats populaires, il y a des plats qui ne le sont pas, il y a des plats élitistes, il y a des aliments dont on sait qu'ils sont élitistes parce qu'ils coûtent cher, évidemment le caviar, jadis le foie gras, le saumon, certains champagnes, enfin le champagne, les grands champagnes, les grands vins. Et c'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde quelqu'un choisir dans son menu son entrée, son plat, son dessert, on sait à peu près qui il est. Et on peut dire beaucoup. Et je crois effectivement que chacun pourrait se faire ce que j'ai appelé une autobiographie alimentaire. C'est l'ouverture du ventre des philosophes, parce qu'on peut dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on préfère pas. Et vous avez parlé tout à l'heure d'une pension, c'était moins une pension qu'un orphelinat, donc effectivement, c'est pas exactement la même chose. J'ai connu 4 ans d'orphelinat, on apprend à tout manger, pas forcément à tout aimer, et le goût se constitue à cette époque-là. Alors souvent, je me tourne vers Jean-Baptiste, mais souvent la généalogie du goût, c'est la grand-mère, c'est le grand-père, c'est la mère, c'est le père, c'est le repas du dimanche, c'est le poulet rôti, c'est les desserts que faisait la grand-mère, le riz au lait, je ne sais quoi. C'est la saveur d'une fraise dans le jardin paternel. Enfin, ce sont ces choses-là qui renvoient vraiment à l'intime. Et comme effectivement on n'a pas des enfants qui sont superposables, les gens qui vivent dans des endroits chics avec des parents bien, qui sont bien élevés, qui etc. font à côté de la musique classique, font découvrir la littérature, ou des enfants qui vivent dans des milieux très modestes, très simples, où on ne maîtrise pas vraiment la langue française, on voit bien effectivement que la nourriture ne sera pas la même non plus. C'est-à-dire que le jugement de goût, il se fabrique avec l'enfance de manière presque aveugle, c'est-à-dire on ne sait pas qu'en servant à table du boudin et de la purée par exemple, on éduque ou on n'éduque pas le goût. Et puis au bout du compte, après, il y aura l'éducation qui vous permettra de savoir, parce que des gens vous aideront, vous feront goûter des choses. Moi j'ai été initié à des grands vins par des gens qui m'ont permis d'aller directement aux belles choses. On évite de perdre du temps, de perdre aussi de l'argent. Donc moi je mange de tout, j'aime tout. À une époque, je disais sauf la cervelle, parce que c'est l'organe de ma profession. Et puis un jour, j'ai un copain cuisinier qui m'a dit tiens, tu vas me goûter ça, tu vas voir, ça devrait te plaire. Et puis il m'avait fait une espèce de petit roulé, un petit feuilleté, un petit machin. Je me dis, oh, c'est extraordinaire ce truc. Il me dit t'as mangé de la cervelle. Je dis tu as bien fait de me contraindre, parce que de fait, j'aime tout. Et l'autre jour, on a fait un repas de copains, et j'ai un copain charcutier traiteur, et je lui ai dit tu nous amènes une tête de cochon, une vraie, une entière sur la table. Ça a fait pousser des cris aux filles qui sont montées au rideau, c'est effrayant, c'est pas possible. On a mangé du gélatineux, du gras, etc. Et le gélatineux et le gras, c'est populaire.
Jamais la bourgeoisie ne va manger de l'oreille de cochon, de la queue de cochon, ou du truc flasque dans de la langue, ou de la cervelle de cochon, ou ce genre de choses. Bon, j'ai trop parlé déjà. Non, pas du tout. D'ailleurs, une chose que vous répétez dans vos livres et vos interventions sur le sujet, c'est que vous faites vous-même à manger chaque jour et que vous achetez aussi chaque jour les aliments. Ça compte beaucoup, ça pour vous? C'est toujours une spécificité quotidienne? Oui, c'est-à-dire que si un jour un chef d'État décide que les philosophes n'auront plus le droit d'exister, de s'exprimer ou je ne sais pas quoi, et que je devais changer de métier, je deviendrais cuisinier. J'aimerais bien, mais moi, le devenir. Et à 14-15 ans, j'ai commencé à cuisiner. Et puis, on le sait, je l'ai dit, j'ai perdu ma compagne il y a 4 ans, et on a vécu ensemble pendant 37 ans. Elle n'a jamais fait un plat. Elle n'a jamais cuisiné quoi que ce soit. Et j'ai cuisiné tout le temps, j'ai fait les courses, j'adore faire les courses. Hélas, je continue ma vie sans elle, mais je continue à faire le marché, je continue à faire de la cuisine, et je me fais des repas le midi, le soir, pas forcément gargantuesques, mais c'est toujours frais. J'achète des conserves surgelées, c'est toujours frais et propre. Et puis, quand je fais des dîners pour des amis, je leur fais des choses pour eux. Parce que je sais que certains n'aimeraient pas que je leur fasse des choses un peu sophistiquées, mais bien que je leur fasse une poule au blanc, un pot-au-feu ou ce genre de choses. Mais je peux faire aussi bien des choses inventives et sophistiquées que des plats traditionnels. Oui, je cuisine et j'aurais du mal à ne pas cuisiner. Très bien. Que vous défendez. Vous avez décrit votre style dans une interview comme classico-innovant, ce qui est intriguant. Oui, c'est ce que Michelin indique aussi dans le petit reportage qui nous concerne. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, je dis, la gastronomie, ben, ça ne vient pas tout seul. C'est avant tout, c'est la grand-mère, ce sont les parents qui vous ont inculqué. Vous avez vu faire, moi j'ai vu faire ma grand-mère, des plats, des ragoûts, des blanquettes, des pot-au-feu. En plus de ça, on avait la chance de passer le week-end à la campagne. Mes parents avaient une maison de campagne en pleine nature et on allait aider les fermiers du coin. On apprenait à traire les vaches, on voyait comment on faisait du beurre. Ben, tout ça, ce sont des choses qui vous restent. Vous avez 6, 7, 10 ans. Et puis par après, bon, vous avez aussi, moi j'ai mon père. Mon grand-père paternel, c'était un monsieur, donc il était industriel, mais je me souviens encore, pendant les soirées de gala, de Noël, de Nouvel An, les petits-enfants n'avaient pas droit au chapitre, mais mes oncles, mes tantes, mes parents pouvaient manger, et mon grand-père en smoking, il mettait son tablier blanc, et c'est lui qui allait terminer le lièvre à la royale avec ses 2 ou ses 3 cuisinières qu'il avait à la maison. Donc ça, ce sont des souvenirs, et puis ce sont des choses que vous avez dans les tripes. Et puis, moi, je suis de formation, j'ai fait 6 années de latin maths, donc je suis, voilà. Et puis, pour finir, vous vous dites à 18 ans, mais dans le fond, il faut quand même étudier un petit peu, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Et puis, vous vous dites à 18 ans, j'ai envie de faire de la cuisine. Et je cuisinais mon premier steak au poivre à la crème, je crois que je devais avoir 12 ans, mais à 18 ans, j'ai pris la décision de dire, voilà, je vais recommencer un cursus au niveau de la cuisine. Et donc ça s'est passé très vite parce que 3 ans après, j'ouvrais le restaurant Le Château du Milord. Donc j'ai fait mon cursus en 2 petites années, et donc j'ai travaillé 1 an en bas-cuisson. J'étais voir à gauche et à droite faire des petits stages de 2-3 semaines. Et puis bon, j'avais cette envie, j'avais cette passion. J'avais aussi mon beau-père, en flamand on dit mon stiefvader, c'était le 2e mari de ma maman, qui m'a permis de financer cela et qui m'a permis de commencer. Est-ce que vous diriez que vous êtes partiellement autodidacte, que vous avez expérimenté des plats vous-même en marge des études, vous êtes allé plus loin que ce que proposaient les professeurs? C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'internet, et donc on lisait beaucoup, on était abonné à beaucoup de revues, on essayait, d'abord on allait manger, on allait voir chez les collègues, on faisait tous les étoilés de Belgique en se disant moi aussi je vais arriver à ce niveau-là. Et puis, vous voyez, de fil en aiguille. Et j'ai d'ailleurs un souvenir aussi, donc un jour il y a l'inspecteur du guide Michelin qui vient manger chez nous, et c'était encore monsieur Camartz à l'époque, qui est déjà décédé, et donc il m'a dit, toi mon garçon, c'est très bien ce que tu fais, mais tu es encore trop jeune. Dans 6 ans je reviendrai. Et effectivement, 6 années après l'ouverture, nous étions étoilés. Donc il savait très bien sur quoi, comment j'allais évoluer dans le métier. Bon, parce que c'est vrai, quand vous avez 21, 22 ans, et vous êtes, on peut dire presque autodidacte,
il savait très bien que ça allait durer 5-6 ans avant de pouvoir étoiler l'établissement. Est-ce qu'il y a des plats dont vous êtes particulièrement fiers? J'ai des plats signatures, comme on dit. Un plat que je refais à la carte actuellement, c'est une fricassée de langoustine à l'estragon. Et donc c'est quelque chose que je faisais il y a maintenant plus de 30 ans. Donc à l'époque de la première étoile, c'est quelque chose que Michelin a dégusté. Il y avait un plat aussi, parce que j'avais lu dans un magazine que le caviar et le chou-fleur fonctionnaient vraiment très très bien ensemble. Donc j'ai mis au point une espèce de compoté de chou-fleur au caviar. Donc c'est du chou-fleur qui est cuit dans pas trop d'eau, de façon à pouvoir l'écraser et à garder tous les sucres. Donc on ne jette pas l'eau de cuisson, donc tout est dans cette purée. En même temps, je rajoute un tout petit peu de brunoise de saumon fumé et on termine avec un caviar. Et c'est servi avec quelques petites pommes de terre braisées à la sauge. Et donc c'est une préparation classique, malheureusement qui ne sera pas servie ici, mais une préparation classique, mais qui a beaucoup de succès. Alors le gag aussi, c'est que on est une douzaine de cuisiniers chez nous. Et donc ce sont, je vous dis, des plats signatures. Et mes jeunes cuisiniers qui travaillent avec moi, chef, votre fricassé, chef, votre compoté, vous ne croyez pas qu'il faudrait une fois changer, parce que c'est quand même classique, ça fait presque 25 ou 30 ans. Et alors de temps en temps, quand je remets ce plat à la carte, et puis que les gens, ils se mettent sur leurs pattes arrière parce qu'ils ont mangé ce plat, j'ai dit, voyez le vieux, il n'est pas encore mort. Alors, mais je leur passe peut-être une idée que je fais, mais innovant, et donc enfin, l'idée de revisiter des aliments relativement rustiques ou des plats traditionnels, ça doit vous plaire nettement mieux. Non, parce que je ne suis pas un idéologue. J'ai tendance à dire que on sait qui je suis politiquement. Je suis un homme de gauche qui dit que quand la droite dit des choses intelligentes, elle dit des choses intelligentes. Je suis un athée qui peut dire que quand un catholique, un chrétien ou un croyant dit quelque chose d'intelligent, il dit quelque chose d'intelligent. Et l'idéologie consisterait à dire, moi je suis cuisine machin et pas cuisine bidule. Je suis vin rouge et pas vin blanc. Ou je suis Bordeaux et pas Bourgogne. Moi je suis hédoniste, c'est-à-dire que si j'ai du plaisir avec de la cuisine moléculaire, je dirais que j'ai du plaisir. Et avec une cuisine traditionnelle, que j'ai du plaisir aussi. Il y a des bonnes et des mauvaises cuisines, et accessoirement, elles sont moléculaires, ou etc. Il y a quand même eu des très grands. Je veux dire que El Gouli, par exemple, moi j'ai eu la chance d'y aller 2 fois, dont une fois dans la cuisine, qui est le patron planétaire de la Ferran Adrià, qui est le patron planétaire de la cuisine. D'ailleurs, j'ai écrit un petit texte sur ce sujet-là, un petit livre de bibliophilie chez mon ami Denis Molin, le libraire, et effectivement, c'est parce que c'est lui qui m'avait rendu possible le dîner dans la cuisine. Donc on voit le chef travailler, c'est quand même assez extraordinaire. Et j'ai eu là des souvenirs quand même de cuisine moléculaire assez extraordinaires, c'est-à-dire des espèces de galettes d'écume de mer. Il récupère l'écume qu'il y a sur les vagues et il cuisine ça. Il est capable de quintessentier l'équivalent d'un champ de maïs comme ça, quand on a une toute petite chose en bouche. Dès qu'on démarre, il amène une olive, on se dit bon, on est chez Ferran Adrià, bonjour l'olive. On dit ça doit être une olive particulière, d'un olivier particulier qui a connu Christ ou un truc comme ça. On a une habitude que quand on prend une olive dans la bouche, on ne réfléchit pas, mais on a la mémoire de la langue, de la pression sur le palais ou ce genre de choses, avec une olive classique. On met l'olive dans la bouche et d'un seul coup, paf, ça explose et on se dit champ d'olivier. C'est passé quoi? Il avait déconstruit l'olive. Il l'avait retravaillé, il avait injecté dans le cœur même de l'olive une huile, il m'avait fait voir la chose, il dit j'en ai 15 litres par an, j'en ai pas plus, c'est un paysan qui, etc., etc. Et de fait, il y avait quelque chose d'assez extraordinaire. Après, il y a les suiveurs, comme en philosophie, il y a les Deleuziens, les Derridiens, etc., ou les Sartriens, c'est pas ce que fait mieux un philosophe d'avoir des disciples, et bien là, il y a des gens qui ont essayé, parce qu'ils mettaient du gaz ou des trucs comme ça, de dire voilà, je fais moi aussi de la cuisine moléculaire. Et c'est pas bon, c'est ça qui est raté. Ce que je regrette un peu, moi j'ai très envie de réserver une table chez vous ce soir, mais je vais goûter votre cuisine parce que justement il y a une cuisine qui, exactement comme elle dit quelqu'un, la cuisine elle dit aussi une époque. Et aujourd'hui on a une cuisine pour une cuisine infantile.
Notre époque est infantile, je le dis assez, ça me voit assez de me faire brocarder dans les journaux, mais les adultes sont tatoués, ils font de la trottinette, ils ont des shorts, des culottes à manches courtes, enfin, ils sont comme des enfants, et puis les enfants sont des modèles, et puis on a des baladeurs, et puis enfin bon voilà, puis après on jette les choses, les femmes, les enfants, les familles, les trucs. Donc il y a quelque chose d'assez infantile, et la cuisine qui triomphe aujourd'hui, je ne donnerai pas de nom, je vous le donnerai, mais je veux dire, la cuisine dont on parle beaucoup, c'est une cuisine qui est faite, j'allais dire pour les sans-dents, on ne peut plus utiliser cette expression, c'est une cuisine qui n'a pas de mâche. C'est-à-dire que ça rentre dans la bouche, c'est mou, la texture est molle, ça fond, ça disparaît, on n'a rien vu, il ne s'est rien passé, c'est-à-dire on ne mastique pas, il n'y a pas d'incisive, il n'y a pas de canine, il n'y a pas de molaire, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de salive. On a avalé tout ça comme un grand-père qui n'a plus de dentier, mais qui doit tout de même se nourrir. On a des seringues pour nous envoyer des trucs à manger. Et on se dit, mais c'est pas ça la cuisine, ou alors c'est la cuisine de notre époque. Notre époque est infantile. Si on a envie d'être adulte aujourd'hui, on est présenté comme un parent contre virilité, donc un macho, donc un misogyne, donc un phallocrate, donc etc. On peut aller la suite. Et je crois effectivement que ce qui nous gêne dans la cuisine, c'est qu'elle s'adresse à nous comme s'il nous fallait manger du chamallow. Les choses les tomates n'ont pas goût de tomates, les pommes n'ont pas goût de pommes, et puis le pain n'a pas goût de pain. Et après, il faut que ce sont des médicaments, c'est de l'hygiène. Avez-vous pensé à votre transit intestinal quand vous mangez? Parce qu'il y a des alicaments, un mélange d'aliments et de médicaments. Et moi, quand je mange, j'ai pas envie de manger des médicaments. J'ai pas envie de soigner mon tube digestif, ou mon transit intestinal, ou mon rectum. Quand je mange, c'est pas ça que je concerne, c'est ma bouche. C'est cette extrémité-là. Et je pense que les cuisines qui m'intéressent sont les cuisines, alors pour le coup, signature. C'est-à-dire celles dont on peut dire, ça c'est lui, et pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui a inventé ceci, ou qui a inventé cela. Avant lui, ça ne se faisait pas. Après lui, ça ne se fait plus. Et j'ai eu l'occasion d'aller dîner chez Paul Bocuse, il n'y a pas longtemps, et Bocuse, il cuisine comme en 74. C'est exactement la cuisine de Giscard, là, quand il a fait sa soupe, comment elle s'appelait La soupe aux truffes, Giscard d'Estaing. C'est ça. La soupe aux truffes, elle est dans un petit bol avec une pâte feuilletée. Et donc c'est un bouillon de volaille avec de la truffe. Et donc, oui. Et donc moi j'ai commandé ça, je voulais goûter ça, il est arrivé avec son déambulateur, et après il y avait le chariot de dessert de l'époque. C'est l'île flottante, la crème au chocolat, ça n'a pas bougé. La signature des années 70, et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire des gens qui, dans une époque, sont capables de la marquer d'une manière particulière, sauf que la cuisine que je vois apparaître aujourd'hui, ou celle qui triomphe, c'est une cuisine de texture molle, de texture souple, où on nous fait des spumata, des choses, enfin, on se dit, bon, d'accord, tout ça est fort sympathique, et puis après, quoi. Donc une cuisine plus de technicien que d'artisan. Moi j'aime bien l'artisan, vous avez parlé du lièvre à la royale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques dans nos cuisines actuellement, donc on basse température, toutes les texturas de El Bulli nous ont permis de faire des choses que l'on ne savait pas faire avant. Donc chez El Bulli par exemple, vous pouviez recevoir une écume de carotte, donc c'est un espèce de bain de mousse qui goûtait la carotte, et puis il vous amenait ça sur une cuillère et vous deviez gober, vous aviez cette écume de carotte en bouche. Ce que nous on fait, on sait faire cette écume aussi, mais ce que nous on fait, quand on fait une préparation d'agneau par exemple, et on fait un tout petit navarin dans une petite tasse, eh bien on utilise cette même technicité, donc on fait cette écume pour terminer notre petite tasse. Donc c'est le même principe, mais chez nous c'est pas un plat, c'est simplement du décor pour terminer le plat. Donc ça c'est une chose, et puis au niveau de la cuisine, vous disiez que tout était mou, je crois qu'on revient quand même tout doucement vers un certain classicisme. En plus de ça, c'est ma tasse de thé, vous disiez classico-innovant, et quand je travaille avec des producteurs de près de chez moi, donc qui m'élèvent des canards, qui m'élèvent des poulards, ben c'est vrai qu'automatiquement, il y a de la mâche dans ces canards, et les gens disent quelquefois, vous savez, votre canard, il est dur. Ben, je dis, si vous coupez, vous savez couper avec un... Mais il y a effectivement un peu de mâche. Alors c'est vrai qu'on utilise des techniques, regardez mon canard par exemple, donc on le grille d'abord, mais au barbecue, puis on le démonte, puis on termine la cuisson à basse température à 63 degrés, et puis on le passe encore au teppanyaki. Donc à aucun moment on ne raffermit les chairs, donc vous avez vraiment le canard qui est là presque cru alors qu'il a déjà cuit 3 quarts d'heure, et vous ne pouvez pas me dire que c'est dur, mais effectivement ce sont des produits où il y a de la mâche.
Je voulais rebondir. Renard va être servi tout à l'heure. Oui. Avec sa vision du monde. Et je dirais que, alors vous en écrivez beaucoup, mais je dirais qu'il y a quelques penseurs qui sont particulièrement éloquents, enfin dont les habitudes alimentaires nous renseignent beaucoup sur eux, notamment Jean-Jacques Rousseau. Alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rousseauistes alimentaires aujourd'hui. Jean-Jacques Rousseau, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu sa passion pour les aliments non transformés, le petit panier paysan? Oui, alors je partais du principe d'abord pour remonter, j'ai fait un infarctus à 28 ans et je faisais du sport, j'écrivais pas de livres donc je me faisais pas maltraiter par les journalistes donc je n'avais pas de stress, je ne buvais pas d'alcool, je ne buvais pas de café, je n'avais pas de cholestérol, enfin personne n'a compris cet infarctus et je suis tombé sur une diététicienne qui a commencé à m'expliquer ce qu'était la diététique et vraiment une emmerdeuse quoi. En me disant bon, vous avez failli mourir, maintenant il va falloir mourir un peu tous les jours. Et ce serait bien que vous puissiez mourir à chaque repas. Donc les repas c'était une feuille de salade, les jours de fête arrosés avec un filet de citron, et là si je commençais à lui dire non, je ne vais pas mourir de mon vivant, je préfère mourir d'un seul coup au bloc, et s'il me faut, je vais faire un infarctus, mais il n'est pas question que. Il dit, vous direz à votre femme qu'il faut qu'elle arrête le beurre et tout. Je dis, ma femme, elle ne cuisine pas, c'est moi qui cuisine. Je dis, bon, la margarine, je n'en pas dit, c'est la même chose. Alors, je dis, si c'est la même chose, je gardais le beurre à ce moment-là. Et il m'est venu l'idée qu'en philosophie, on n'avait jamais parlé de nourriture. Et quand je suis rentré de l'hôpital, je me suis dit, tiens, finalement, je pourrais faire un chapitre ou deux avec des gens qui ont parlé d'alimentation, notamment Nietzsche. Et Nietzsche disait qu'il n'y avait pas de question plus importante que la question de l'alimentation. Et je me suis dit, tiens, on pourrait faire quelque chose avec Rousseau, on pourrait faire quelque chose avec, etc. Et ça donnait Le ventre des philosophes, effectivement un livre un peu facile à construire, un chapitre, un philosophe, une pensée. Et je constate effectivement que, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le philosophe mange comme il pense. Et que s'il nous donne des informations sur son alimentation, on comprend qui il est et on comprend d'autant mieux sa philosophie. Alors Rousseau, c'est le personnage qui déteste la civilisation, la culture, qui écrit un livre qui est terrible contre la civilisation, Discours sur les sciences et les arts, où il nous dit qu'il faut arrêter la peinture, la musique, la littérature, l'opéra, le théâtre, tout ça sont des facteurs de décadence. Et son modèle, lui, c'est Sparte, hein, c'est pas Athènes. Et c'est la civilisation virile, guerrière, paysanne, et en fait, il faut manger comme les paysans. Donc, des choses extrêmement simples. Donc des ragoûts, bien sûr, mais le mieux, ce sont des racines, des légumes, des fruits, et des fruits de saison. Il dit des choses intéressantes en même temps. Il dit, mais la nature est ainsi faite que quand il fait froid l'hiver et qu'on a besoin de calories, eh bien la nature, elle a produit la châtaigne. Et la nature, elle n'a pas produit la châtaigne en plein mois d'août, parce qu'en plein mois d'août, quand il fait, j'allais dire quand il fait chaud, on est en septembre, vous me direz, mais l'été, quand il fait chaud, eh bien la nature, elle a produit des melons, parce qu'on a besoin de se rafraîchir. Et donc, il dit, il faut manger les produits de saison, ce qu'on dit maintenant. Vous n'allez pas, avec les traces carbone, aller chercher des cerises du Chili pour que vous ayez des cerises sur vos tables à Noël. C'est une hérésie. Et c'est aussi une hérésie corporelle. Et c'est ce que disait Rousseau. Donc il dit des choses intéressantes. Mais il dit, allez voir le paysan, la petite nappe sur l'herbe, ça suffira bien, et puis vous allez boire un petit vin simple, vous allez manger des produits simples, doucement, fabriqués, préparés comme ça par la maîtresse de maison. Et il aime les laitages. Alors pourquoi j'ai appelé mon chapitre la Voie lactée. Et alors c'est toujours un peu régressif le rapport au laitage, mais de fait c'est une façon pour lui de dire tout ce qui est apprêté, luxueux, il faut se l'interdire, parce que ça coûte de l'argent, ça fait les riches, ou les riches font les pauvres, et si on veut qu'il y ait plus de pauvres, eh bien il faut éviter qu'il y ait des riches. Enfin, on voit bien comment tout ça, mouliné, j'allais dire, par Robespierre, va générer une certaine révolution française, celle de 1793. Donc il y a chez Rousseau effectivement un aveu de sa détestation de la civilisation et de sa vénération de la nature par le produit alimentaire qu'il invite à mettre dans l'assiette de chacun. Oui, et on voit bien que c'est une tendance quand même qui est très actuelle. Le panier des AMAP, le panier de produits frais, beaucoup de consommateurs aujourd'hui le prisent presque davantage que le repas gastronomique. C'est presque une tendance de fond de notre société. Alors, un autre... C'est même, si vous permettez, c'est du dernier chic. Je sais pas ça, à Paris, par exemple, de payer très très cher le prix du caviar, des légumes qui sont faits comme mon père en faisait dans son jardin. C'est-à-dire, quand on dit, ben voilà, on a mis une carotte qui a un goût de carotte,
on n'aura pas mis de produits chimiques, et puis on vous sert ça cuit simplement, vapeur, un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'huile, etc. Et on vous dit c'est du caviar, vous allez payer ça le prix du caviar. Alors que finalement, l'enfance on est la même, je pense. Quand on a eu une enfance avec des gens qui faisaient des potagers, des parents, des grands-parents, on connaît le goût des fruits et le goût des légumes. Et aujourd'hui, il faut qu'on aille payer très cher dans des restaurants très chics, très mondains, très bobos, très classe et très classieux pour pouvoir retrouver le goût d'un produit. Mais à la base, il y a aussi une jeune génération que j'aime bien, moi, qui sont des jeunes paysans, des jeunes producteurs, des jeunes apiculteurs, des gens qui font des produits comme ça en disant mais nous on n'a pas besoin d'être dans le productivisme, on va faire des bons produits, les tomates auront des goûts de tomates, elles n'auront pas forcément l'allure bien ronde et bien rouge de la tomate, parce qu'une tomate elle peut être tavelée, elle peut donner l'impression qu'il y a des petites taches et que ces taches sont gênantes, mais pas du tout, ça se mange, on peut même les enlever si on les prépare. Et là, pour le coup, on redécouvre le goût véritable. En gros, et vous avez raison, ce que disait Rousseau, c'était ça. Alors qu'il n'y avait pas encore la chimie, mais retrouver le goût simple des produits simples quand vous les mangerez dans leur saison. Alors, un autre portrait tout à fait étonnant, et là on découvre quelque chose, c'est celui de Charles Fourier, le révolutionnaire, qui rêve du passage de l'état de la civilisation mauvais à l'état d'harmonie, qui est une utopie. Mais ce qui est intriguant, c'est la manière dont il décrit ce que sera l'alimentation dans l'état d'harmonie. Alors, la grande surprise, des fruits et du sucre. Oui, parce qu'il est très régressif, Fourier. C'est un socialiste utopique, comme on dit, en utilisant l'expression de Marx, qui lui a dit, il y a moi, socialisme scientifique, tous les autres, socialisme utopique. C'était vrai pour Fourier, ça l'était moins pour Proudhon, qui est mon chéri, parce que Fourier estimait que quand on aura réalisé l'équilibre partout, la mer se transformera en vaste étendue de limonade. Qu'un jour, les planètes copuleront. Etc., en dégageant des bruits harmonieux, des odeurs de framboise ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a chez Fourier des dimensions franchement utopiques. Mais il y avait cette idée que la révolution devait pouvoir se faire dans des phalanstères. Et j'imagine que votre restaurant est à phalanstère. Il y a phalanstère, pas chez Fourier, mais enfin, là où, même ici, entre nous, c'est-à-dire là où il y a une communauté qui vise l'hédonisme. Et Fourier disait, on doit pouvoir organiser ça. Chacun doit pouvoir chercher son plaisir. Il aurait été ravi de mythiques et de sites comme ceux-là, Fourier, parce qu'il dit, mais nos fantaisies sexuelles sont illimitées. Il y a des gens qui sont des adorateurs du gros doigt de pied, gauche, et certains qui n'aiment que la fesse, droite, qui sont amoureux des seins, de je sais pas quoi, etc. Et Fourier dit, il faut que chacun trouve sa chacune. Il y a des jeunes qui aiment les vieux, il y a les vieux qui aiment les jeunes, il y a des gens qui aiment les garçons, des gens qui aiment les filles, il y a des gens qui aiment en avoir plusieurs, il y a des gens qui aiment en avoir, etc. Et il écrit toute une théorie sur ce sujet-là en disant, mais soyez d'abord au courant de vos désirs, faites savoir quel est votre désir, que les autres le sachent, et puis après vous finirez par organiser votre plaisir. Et il voulait que la société soit une société absolument hédoniste. Alors évidemment, la nourriture fait partie du dispositif fourriériste, et il faut arrêter la guerre. Les gens se tuent, les canons, les trucs comme ça, alors les gens, quand ils auront des choses à se reprocher, ils vont se battre, mais avec des bouchons de champagne. Donc on fait exploser les bouchons de champagne, et puis on fait des petits pâtés. Et ces petits pâtés pivotaux, comme il disait, et bien finalement on les goûte, et puis on se fait une guerre, mais c'est une guerre gastronomique. Il y a quelqu'un qui fait un pâté qui est meilleur que l'autre, et l'autre il va vouloir faire un pâté meilleur encore, etc. Donc il y a toute une dimension folle, bien sûr, chez Fourier, mais intéressante, parce que le socialisme ne se fait pas sans le plaisir. C'est-à-dire le souci d'autrui, le partage généralisé, la fraternité, en disant mais où sont les désirs de chacun, où sont les plaisirs de chacun, et n'infligeons pas à quelqu'un quelque chose qu'il n'aimerait pas. C'est-à-dire on ne va pas dire aujourd'hui tu vas manger des trucs que tu n'aimeras pas, rognons, cervelle, etc. Moi je me souviens de ma compagne qui était prof et qui était rentrée un jour effrayée parce qu'il y avait une diététicienne qui au lycée avait décidé que ce serait sardines, cassoulet, banane. C'était le repas diététique équilibré pour les élèves. Enfin, ça me donnait raison sur l'idée que je me faisais des diététiciennes. J'espère que moi ici, on aura l'occasion d'en parler. Mais on voit bien qu'avec des menus comme ceux-là, on ne peut pas faire plaisir à des enfants. Dans un collège où on s'ennuie, dans un lycée où on s'ennuie la plupart du temps, qu'au moins cet endroit soit festif. Et que ce ne soit pas festif uniquement parce qu'il y aurait des frites et du beefsteak. Mais faire des choses qui pourraient amener les enfants à goûter, à développer leur savoir. Des dégustations d'eau pourraient être faites, par exemple, pas seulement de vin ou de bière ou des choses comme ça, mais faire voir aux enfants, faire goûter des eaux en leur disant, regardez comment elles sont minéralisées, regardez quand elles sont fraîches, quand elles sont à température ou quand elles sont tièdes, elles n'ont pas exactement le même goût, regardez comment celle-ci qui est très minéralisée, quand vous la goûterez après une autre qui sera de sauce mais qui ne sera pas minéralisée, vous allez avoir d'autres effets dans la bouche.
Et ça, ce sont des pédagogies hédonistes, ce sont des pédagogies du plaisir. D'une certaine manière, c'est l'esprit fourriériste qui anime cette idée-là. Oui, et dans le passage de l'utopie à la réalité, l'URSS, ça n'a pas été un grand moment de gastronomie. Non, mais c'était pas le socialisme non plus. C'est vrai. Parce qu'en même temps, c'était le socialisme marxiste, qui lui n'est pas utopique, hélas, et qui est dictatorial, autoritaire. C'est le socialisme des barbelés, c'est le socialisme de l'expropriation, c'est le socialisme de l'administration, de la bureaucratie, des militaires, etc., etc. On ne peut pas aimer ça. Le socialisme français n'est pas un socialisme autoritaire, c'est justement un socialisme libertaire. Il y a dans le socialisme cette idée qu'on doit avoir une préoccupation sociale. Et on doit avoir une préoccupation sociale en politique aujourd'hui, à destination du plus grand nombre. Il s'agit de travailler au plus grand bonheur du plus grand nombre possible. On devrait pouvoir associer les cuisiniers à l'école. Moi, je voudrais qu'on puisse à l'école justement faire ces dégustations d'eau, de fruits, de légumes, des produits particuliers. Moi, je suis normand, donc c'est vrai que l'huile d'olive, ça n'existait pas en Normandie. On avait du beurre, mais on n'avait pas d'huile d'olive, éventuellement de l'huile d'arachide. Et quand on fait goûter aujourd'hui, parce qu'il y en a plein d'huile aujourd'hui, pépins de raisin, de noisettes, etc., faire goûter ces choses-là à des enfants avec un vrai morceau de pain, dans une école, d'un seul coup, on travaille leur cerveau. Le cerveau est à l'âge où il est en train d'emmagasiner des informations. On ne lui donne plus ces informations-là. On lui donne une espèce de cuisine qu'on amène comme ça, avec une mouche dans l'assiette, paf. C'est une couleur un peu bizarre, c'est la texture dont nous parlons tout à l'heure, descendant, quoi. Ça a été cuit, recuit, surcuit, etc. Ah, mais le vétérinaire peut passer, c'est hygiéniste à souhait. Il n'y a pas de problème, il n'y aura aucune bactérie, parce qu'on peut remonter le petit pois, on sait d'où il vient, il a été acheté en Thaïlande, il est revenu, etc. On peut faire la traçabilité du produit et il est hygiéniste à souhait. Et moi j'ai des copains qui me disent, je dois garder dans mon frigidaire, dans mon congélateur, vous confirmerez, mais des choses qui devraient permettre à des inspecteurs de l'hygiène et de la sécurité de venir, s'il y a eu 2 diarrhées dans l'école, de dire, je veux goûter ça, on va retrouver la traçabilité. On est devenu une espèce de bureaucratisation terrible de l'alimentation, avec l'Europe d'ailleurs, sur cette aventure, parce qu'on ne peut plus goûter, même les fromages. Faire goûter des fromages à des enfants, c'est extraordinaire aussi. Et si on développe le goût, on obtient un jugement de goût, mais pas seulement sur le terrain de l'alimentation. Celui qui sait juger d'un vin, d'une eau, d'une huile, il sera jugé d'une sonate de Mozart, de l'interprétation d'une sonate de Mozart, ou de l'interprétation d'une tragédie de Racine, ou d'un dramaturge contemporain, si l'on veut. Le jugement de goût, c'est le jugement de goût partout, c'est pas seulement dans l'alimentation. C'est bien, je testais seulement vos références. Faut le dire, c'est déjà assez saignant, ce portrait que vous faites dans le ventre des philosophes. Et vous nous racontez un Sartre hallucinant des langoustines qui le poursuivent dans la rue, et détestant les fruits de mer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors lui, c'est l'anti-Rousseau. C'est-à-dire autant Rousseau déteste la nature, déteste la culture et vénère la nature, Sartre, c'est l'inverse. C'est un homme des villes, c'est un rat des villes, c'est un Parisien, c'est le 6e arrondissement, c'est Saint-Germain-des-Prés, c'est les caves, la ville, mais la campagne, pour lui, c'est la nature. La nature, c'est monstrueux, c'est le féminin. Et le féminin, Suzanne Lillard est une philosophe belge, je crois, qui avait écrit à propos de Sartre et de l'amour un très beau texte où elle montrait que Sartre associait les femmes aux glaireux, aux visqueux. On n'a pas dit que c'était vrai, hein. J'ai dit que... Quoique. Mais... Alors, je ne suis pas sartrien, la chose a été dite. Non, parce qu'il dit ça dans La nausée, et dans quelques pages de Lettres du néant également, et puis de quelques nouvelles. Et de fait, c'est terrible pour les femmes. Le statut des femmes chez Sartre, c'est terrible. Et il n'aime pas ce qui est glaireux, et donc il n'aime pas les fruits de mer, parce qu'il estime que c'est le glaire absolu, quoi. Quand on voit un plateau de fruits de mer, pour lui c'est terrible. C'est une crabes qui ont le squelette à l'extérieur d'eux-mêmes, on les casse, il y a du gluant, il y a du visqueux. Donc... Il y a pire, il faut aller chercher le visqueux dans la coquille, et ça le dégoûte particulièrement. Voilà, parce que lui il veut de la culture. Voilà pourquoi il adore le pâté, la saucisse, la charcuterie. Parce qu'au moins, on ne voit pas le cochon dans la rillette. Il faut vraiment un travail conceptuel pour se dire, derrière tout ça, il y a eu un cochon, qu'on a cuit, qu'on a désossé, etc., etc. Alors que l'huître, elle apparaît dans sa subjectivité absolue. Et elle est naturelle et glaireuse et dégoûtante. Alors que derrière la charcuterie, il y a quelque chose qui montre la culture, et bon, il faut manger, et il faut copuler, parce que Sartre, c'est ça aussi, il faudrait associer d'ailleurs sexualité, sensualité, perception de la musique, gastronomie, etc., etc.
Sartre est quelqu'un qui déteste son corps, qui ne le lave pas, qui ne le nettoie pas, qui est malpropre, qui est cochon, qui au lit dit je suis un masturbateur, dit-il, lui qui le dit, hein, et qui ne mange que parce qu'il faut manger. Il ne voit même pas ce qu'il mange. Il avale, il manger c'est boucher un trou, dit-il. Et il boit beaucoup. Et alors là, pour le coup, de l'alcool. Il lui faut des quantités phénoménales d'alcool, du vin, du whisky, en quantité. Le tabac, 2 paquets de boyards par jour, oui, des boyards par jour, grosses cigarettes, papier maïs qu'on faisait à cette époque-là. Et puis des médicaments, en quantité. Coridrane, il mange des tubes de coridrane. Normalement, on prend un cachet, ce sont des amphétamines, un cachet, il lui prend le tube. On comprend que l'être néant ne soit pas très compréhensible, que la raison dialectique ne soit pas très compréhensible, parce qu'il dit qu'il n'utilise ces amphétamines que pour écrire des livres de philo. C'est lui qui le dit, hein. Donc on peut comprendre effectivement que ce n'est pas le cas de Camus qui lui est très lisible. Et de fait, il y a chez Sartre une espèce de détestation des femmes, du corps, de la chair, du plaisir, du désir, de la sensualité, de la nature. C'était pas le cas de Simone de Beauvoir, c'était violence toute sa vie. Elle aimait la nature, elle aimait marcher. Mais bon, elle était sartrienne pour les raisons qu'on sait, enfin c'est un autre sujet. Mais de fait, Sartre est un personnage qui est assez détestable et qui l'est aussi dans son assiette, et c'est pas étonnant. Oui, là où vous êtes un peu de mauvaise foi, c'est que l'être néant était écrit ça, et c'est une période de motivation. Coridrane, il en a mangé, il dit pour ses livres de philo, 43 pour l'être néant, les années 60 pour la critique de la raison dialectique, non. C'est les Américains qui ont apporté ça avant, mais ils mangeaient ça en disant qu'ils ne pouvaient pas écrire de philo sans ça. Il dit la littérature, je ne peux pas. Si j'écris mes romans sous amphétamine, je ne peux pas y parvenir. Mais non, c'est une confidence faite par Sartre. Je ne sais pas, il y a des médecins qui pourraient nous dire que c'était le coridrane, ça ne se trouve plus apparemment dans le commerce, moi j'avais demandé à une époque, mais apparemment c'était explosif. J'ai demandé pour savoir ce que c'était, j'ai jamais eu recours à ce genre d'expédient. Et alors, on peut faire de l'histoire de la pensée et ses portraits de philosophes en mangeurs par Nietzsche, parce que, en fait, c'est vrai, vous l'avez dit, Nietzsche, c'est celui qui ouvre le problème en philosophie dans Ecce Homo, c'est lui qui dit, pour la première fois, il y a un philosophe qui écrit l'une des questions les plus importantes pour un homme, c'est de comprendre quels sont ses propres équilibres diététiques. Et c'est subtil d'ailleurs, puisqu'il dresse un menu, Nietzsche, mais on sent qu'il est à la recherche d'un équilibre des forces. Oui, alors tout Nietzsche est là-dedans aussi, c'est-à-dire qu'il dit les choses et il fait le contraire. Et il dit il faut de la nourriture légère, il faut des choses... Et puis il commande des saucisses à sa mère. Il lui dit envoie-moi des saucisses, envoie-moi de la viande fumée, envoie-moi des choses comme ça. Il se réveille le matin, il prend un chocolat, après ça il va se coucher, recoucher, puis il reprend du café. Il écrit des choses qui ne sont pas en relation avec ce qu'il vit lui personnellement. Il dit des choses intéressantes, il dit par exemple que la philosophie allemande, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas la bière et la choucroute. Et il dit la philosophie japonaise et chinoise n'existerait pas s'il n'y avait pas le riz. Il n'a pas complètement tort, c'est-à-dire que si on met en relation des aliments et des pensées, on voit bien dans quel état nous laissent certains repas, certains fruits ou certains légumes, enfin certaines préparations, des choses légères. On sort de table dans un restaurant chinois ou japonais avec le corps encore léger. C'est pas toujours le cas avec l'Allemagne, surtout un jour de fête de la bière. Et donc Nietzsche met en perspective l'alimentation des individus et leur façon de penser, mais aussi l'alimentation d'un pays et la civilisation. Et de fait, c'est un travail extrêmement intéressant, même si lui, on sent bien que cet homme qui a toujours souffert, qui a chopé la syphilis à 17 ans, qui s'est trouvé... À l'époque, on ne soignait pas la syphilis, on utilisait des expédients, on soignait tout ça au mercure, avec des médicaments qu'il utilisait, qui étaient des trucs dangereux et toxiques qui lui ont massacré le corps. Et il aspirait au surhomme qu'il n'était pas. Et on voit bien que de la même manière qu'il aspire au surhomme parce qu'il ne l'est pas, il aspire à des nourritures légères alors qu'il ne fait que manger des trucs lourds, on comprend, et qui lui posent des problèmes gastriques toute son existence. Mais il a été le premier à dire effectivement qu'on avait la philosophie de sa propre personne, que c'était une autobiographie toujours, et que c'était le corps qui pensait. Donc un corps, c'est quelque chose qui ingère des nourritures pour se fabriquer de l'énergie, et on a des énergies qui sont fabriquées avec ce qu'on aura ingéré, la fameuse phrase que vous avez citée de Feuerbach, l'homme est ce qu'il mange, parce que Nietzsche avait lu Feuerbach, et il était un disciple de Feuerbach. Très bien. Alors,
c'est rare, mais on savait que Michel Onfray allait venir, il fallait des prénoms évangéliques. Et en tout cas, donc le vin c'est une signature, votre sommelier a été élu sommelier de l'année par Footprint en 2014, et puis, alors, qu'est-ce qui vous guide dans le choix des vins? Qu'est-ce qu'on fait dans votre cave? Ben, c'est-à-dire que moi, en tant que patron, chef de cuisine, donc je dois donner entière confiance, je dois avoir entière confiance vis-à-vis de mon sommelier. Et donc, Bart Lamont, qui, comme vous l'avez dit, a été sommelier, premier sommelier de Belgique, et cette année-ci, il est le sommelier de l'année pour le Bohémio. Ben, c'est vrai que vous lui donnez la responsabilité d'une grande cave. Il faut savoir qu'il y a plus ou moins 30 000 bouteilles de vin chez nous. Nous avons 3 caves qui sont toutes les 3 climatisées, et donc c'est un stock qu'il doit gérer. C'est à la fois beaucoup et peu, parce que nous vendons plus ou moins 17 à 20 000 bouteilles de vin par an, donc qui partent via la consommation des restaurants, donc, du restaurant. Mais donc vous devez avoir la confiance de ce sommelier. Alors au niveau de ses choix, il y a quand même toujours aussi un souci économique. Un restaurant, c'est avant tout une affaire commerciale. Donc, moi, vous me voyez, je compte pas de trop, mais enfin, vous devez quand même faire attention. Donc, il ne s'agit pas d'acheter des bouteilles de vin à 25 ou 30 euros et que vous revendez à 40 ou 45 euros. Il faut appliquer un espèce de coefficient pour pouvoir tenir le coup économiquement. Maintenant, au niveau de son choix personnel, au niveau de la carte de vin que nous avons, je crois qu'il doit absolument d'abord bien connaître la maison. Et donc Bart, ça fait presque 20 ans qu'il est chez nous. Il est arrivé quand il avait 16 ans, qu'il était commis, qu'il était stagiaire pour l'école hôtelière de Coxy, parce que c'est un flamand d'origine. Et donc il ressent également dans ses tripes. Quand il y a une préparation, quand on fait une préparation, il sait exactement ce qu'il y aura comme goût, il sait quelle sauce on va mettre, s'il y a de l'acidité, s'il y a de la sucrosité, la puissance de la préparation. Et donc il sait à l'avance, donc quand on fait des menus, il sait à l'avance quel goût ça va avoir, sans avoir même vu le plat, et il sait quel vin il va adapter. Alors des fois il se trompe un petit peu, mais on a tellement de variétés différentes, on a près de 2000 lignes sur la carte, donc ça veut dire 2000 crus différents. Donc il s'est joué un peu en fonction des clients que l'on reçoit, parce qu'il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui veulent que du Bourgogne, il y a des gens qui veulent que du Bordeaux, ou il y a des gens qui veulent que des vins étrangers parce qu'ils veulent découvrir les choses. Et tout ça, on a. Alors au niveau des achats proprement dit, c'est avant tout c'est la dégustation. Je crois qu'il n'y a que ça. Et on parlait de biodynamie. Je crois qu'au niveau des achats, ça doit d'abord être bon. Voilà, c'est tout. Et s'il est bio, tant mieux, c'est un plus, on peut le dire aux clients, mais on ne va pas rechercher, on ne va pas acheter que des vins bio, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment à boire et à manger là-dedans. Alors, donc il y a quelques vins biodynamiques dans votre cave. Il n'y a pas que ça. Parce que, pourquoi je pose la question? Parce qu'il y a un passage complètement hilarant dans le... Enfin, il est hilarant surtout dans le CD qui vient de sortir chez Frémaux de Cosmos, parce que ça correspond à ce qu'on trouve aussi dans le livre, enfin, vous attaquez les vins biodynamiques, puis on entend les réactions du public, et après des gens témoignent et qu'ils ont travaillé dans des fermes biodynamiques, donc c'est assez drôle à écouter. Mais alors, là, on retrouve le Michel Onfray polémiste, c'est-à-dire que vous n'y allez pas le main morte, hein. Sur le vin biodynamique, vous dites que à chaque fois que vous l'avez expérimenté, il est pâteux, non collé, non filtré, épais, avec une consistance de jus de fruits, sans longueur en bouche, avec des arômes de vieille cave, de fût malpropre, de vinaigre et de terre, et qu'aucun vin biodynamique n'a jamais pour vous échappé à cette condamnation-là. Vous maintenez? Est-ce que j'ai tort? Oh, j'assume, bien sûr, que, absolument. Je disais tout à l'heure que je n'étais pas un idéologue. Donc je ne suis pas un défenseur de la biodynamie ou du vin chimique. Il ne serait pas, ça m'est absolument égal. Et vous disiez quelque chose de fort juste tout à l'heure en disant mais si le vin est bon, il est bon. Et puis après ça, peu importe qu'il soit biodynamique ou pas.
Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui n'ont pas lu la Bible, qu'il y a plein de marxistes qui n'ont pas lu Marx, et qu'il y a plein de gens qui font de la biodynamie qui n'ont jamais lu Steiner. Et que, moi j'ai lu les textes de Steiner, que Steiner consacre à l'agriculture biodynamique, et je raconte ce qu'est l'agriculture biodynamique. Donc il y a effectivement matière à se marrer. Parce que quand ce type nous dit, si vous avez une terre infestée de rongeurs, eh bien, trouvez un rongeur, et puis coupez-le en deux par la moitié, en partant à partir de la colonne vertébrale, brûlez-le, récupérez les cendres, et quand vous aurez récupéré les cendres, vous faites un mélange avec de l'eau, et vous allez tourner dans un sens, puis à un moment donné, vous allez retourner dans un autre sens, vous allez à ce moment-là biodynamiser l'eau. Et quand vous allez avoir cette eau biodynamisée, vous allez la pulvériser sur la totalité de votre champ, et aucun rongeur ne reviendra. Moi je veux bien, hein, si les gens défendent la biodynamie et ils ne savent pas que Steiner dit que la biodynamie c'est ça, c'est l'homéopathie appliquée sur le terrain agricole. On peut croire à l'homéopathie. Parlez des cornes de vache un peu. Oui, c'est terrible. On met de la bouse de vache dans les cornes et puis on enterre les cornes à une période particulière de l'année, puis après on enlève la corne, on récupère la bouse, on recommence avec l'eau qu'on va dynamiser, on tourne dans un sens, on tourne dans l'autre, on remet dans un pulvérisateur et on pulvérise de la bouse de corne, comme on dit. Et normalement, si on avait des problèmes avec tel animal, ça disparaîtra tout à fait. Il vous dit, si vous le faites sur votre champ et qu'il y a des rongeurs dans le champ d'à côté, les rongeurs ne viendront pas. Moi je veux bien, je dis simplement, si vous défendez ça, bon bah d'accord, défendez-le, mais il y a, c'est ce que je dis dans ce texte-là, aussi toute une technique qui, par exemple, qui consiste à ne pas coller. Coller, c'est-à-dire que quand on a pressé le raisin, il y a des particules qui procèdent du fruit et qui tombent dans la cuve. On fait techniquement un collage qui est extrêmement simple et qui est naturel, on casse un œuf en deux, on prend le blanc, on met le jaune de côté, le jaune après ça fait une grande omelette sans blanc que mangent les gens qui travaillent dans la vigne, et puis on met ce blanc d'œuf cru dans le vin, et les particules sont naturellement collées. On enlève ce blanc d'œuf, je parle sous votre contrôle, mais je dirais on enlève ça, et à ce moment-là on clarifie le vin. Si on ne colle pas avec du blanc d'œuf, on ne clarifie pas le vin, c'est-à-dire que quand vous le regardez, il n'est pas clair. Ça veut dire qu'il y a des particules en suspension, de sorte que quand on le boit comme un jus de fruits. Chacun voit bien la différence qu'il y a entre boire un jus d'abricot et puis boire du vin. La texture n'est pas la même, on sent la pulpe en bouche quand on boit un jus d'abricot. Eh bien moi quand je bois du vin, je n'ai pas envie d'avoir la pulpe du fruit dans la bouche. Parce que, alors après on me dit, oui mais t'as pas la culture, tu sais pas, tu compares par rapport aux autres. Je dis, oui mais le vin c'est ça. Si vous voulez faire autre chose, appelez ça une boisson ou je ne sais pas quoi, mais pourquoi appeler ça du vin? Après ça, on me dit, oui, mais ceux que tu as bu n'étaient pas bons pour une raison bien simple, tu ne les as pas ouverts au bon moment. Alors je dis, c'est quoi le bon moment? Il y a des lunes montantes, il y a des lunes descendantes, il y a des lunes croissantes, il y a des lunes décroissantes, et il faut sortir de la cave, etc. Je dis, alors ça veut dire que c'est un vin qui est bon dans l'année, 1 jour, 2 heures. Et si on ne boit pas ce jour-là, à cette heure-là, effectivement, il est normal qu'il ne soit pas bon. Je dis, arrêtez. Moi, à chaque fois qu'on m'a dit, mais on va vous faire changer d'avis, je dis, mais je serais très heureux de changer d'avis en disant, j'ai goûté un vin formidable, etc. Et quand je bois des vins qu'on me présente comme biodynamiques, et que je dis, maintenant vous allez m'emmener faire un tour, je veux voir à quoi ressemble votre façon de faire. Et en fait, ils ne font pas de la biodynamie. C'est pas du tout de la biodynamie dans l'esprit de Steiner. Ils font 2 ou 3 petits trucs. Alors, par exemple, on arrête de mettre des produits chimiques. Et puis après, on fait tout ce bazar là, de pulvérisation de poudre, etc. Mais je dis, mais arrêtez. Si vous allez cesser de mettre des produits chimiques, vous allez avoir un autre vin. Ça, pour le coup, c'est du vin biologique et pas biodynamique. Mais je dis, ça me paraît normal que si on ne met pas de saloperie dans la terre, on va avoir un autre vin. Et ça, c'est intéressant. Et ça n'a rien à voir avec la biodynamie. Vous prêtez à la biodynamie des qualités qui sont induites par le fait que vous cessez le traitement. C'est pas du tout la même chose. Il y a des erreurs de causalité. Et donc je suis toujours prêt, amenez-moi les bouteilles de vin biodynamique, hein, je goûte, et si je dis, ah, celui-ci, il est réussi, après je veux voir le producteur pour voir s'il respecte bien la biodynamie, ou si c'est pas un effet d'annonce. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, végétarisme, véganisme, biodynamie, biologie, produits naturels, etc., tout ça c'est un formidable marché. Alors, Carlotte Pascal, quand on a échangé et qu'on préparait Il y a, on a parlé de pensée magique, il y a un effet magique dans 30% des cas en matière d'homéopathie. On le sait très bien que les dilutions sont telles que si on fait une analyse chimique de la granule d'homéopathie, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a plus aucune substance.
Ça soigne tout de même, disent les gens, et on dit oui, effectivement, ça soigne. Il y a des gens qui disent, ah, moi j'ai essayé, là, je me suis fait opérer d'un truc à l'œil, et je me suis fait enlever un kyste, et ma dermatologue m'a dit, mais vous auriez dû prendre une pommade ophtalmologique, une pommade homéopathique, je me suis rigolé ou quoi. Ah oui, moi je crois pas à l'homéopathie, mais pour ça j'y crois. C'est formidable, quoi. Et il y a toujours un effet placebo. Et bien il y a un effet placebo dans les vins aussi. Parce que je me souviens d'une expérience assez extraordinaire, où on faisait goûter du vin à des gens, et il y avait une bouteille de Bordeaux, une bouteille de Bourgogne, un petit clarin de Jura, et puis vin d'Alsace, et on faisait goûter aux gens, ils goûtaient, ils commentaient. Et ils faisaient un commentaire, ils disaient « Ah oui, celui-là, il va bien sur le gibier », ils commentaient la bouteille de Bourgogne, et celui-là, ça va bien avec les fromages, ça c'est un peu plus léger, les viandes de barbecue, etc. Et on disait « Eh bien monsieur, vous avez dégusté ces vins-là, c'est le même vin. » C'est le même vin. Simplement, les gens étaient influencés par la bouteille, la forme de la bouteille. La forme de la bouteille, la forme bordelaise, eh bien le vin qu'on goûtait, il avait le goût d'un Bordeaux. La forme de Bourgogne, eh bien d'un seul coup, ça donnait le vin de Bourgogne. Il se fait que j'ai écrit un livre sur le Sauterne et que j'ai bien connu le château d'Yquem, et Alexandre de Lursalus nous a fait goûter des vins sublimes, des Yquem extraordinaires. Et un jour, il est arrivé avec un verre noir. Et il dit, voilà, vous allez goûter ça. Il avait une carafe, il avait enveloppé la carafe dans un linge, on ne voyait pas ce qu'il versait, ça a été versé, on nous a amené un verre noir. Donc on regarde dans le verre et on ne voit que la lumière qui arrive, on voit du noir. Eh bien, on est incapable de savoir si on boit du blanc ou du rouge. Je vous assure. Les gens disent, pas moi, moi je mets le nez dedans, puis eh ben non. Parce que c'est d'abord l'œil qui nous renseigne, et quand on a l'œil, on sait que c'est un blanc, on va chercher ce qu'on trouve dans le blanc, et on trouve dans le blanc ce qui s'y trouve mis, etc. Et on va projeter, c'est-à-dire il y a un travail de projection dans le vin qui est extraordinaire. On a goûté ce vin, il y avait là quelques figures, hein, et personne n'était capable de dire ce qu'était ce vin-là. Mais personne, c'était Yquem. Donc après, évidemment, on a renversé ça dans les verres, on est ah oui, d'accord, d'un seul coup, et le travail du cerveau s'est refait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on boit un vin, on boit l'étiquette, on boit ce qu'on nous raconte, on boit ce qu'on nous a dit. On est favorable à la biodynamie, on n'est pas favorable à la biodynamie. On est favorable au biologique ou pas au biologique. On aime les Bordeaux, on n'aime pas les Bourgognes, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela, etc. C'est-à-dire que quand on commence à nous servir quelque chose, on a déjà presque goûté, alors qu'on n'a pas mis le nez dedans et qu'on ne l'a pas mis en bouche. Donc il y a dans le processus de jugement de goût, dans le jugement de goût, un travail sociologique qui est considérable. Moi j'ai vu aussi des gens qui je ne veux pas donner de nom, mais je veux dire, j'ai des très grandes bouteilles, 70, je crois que Lafite, c'est l'un des meilleurs millésimes. On amène un château Lafite rouge sur la table, on fait goûter au maître de maison, qui goûte, il dit oui, vous pouvez servir. C'était dans un restaurant, mais où la personne en question avait une carte magnifique, personnelle. Et il était ce monsieur flanqué d'une jeune fille qui avait l'air d'être sa fille, qui était sa maîtresse récente, et qui, elle, faisait du vin dans le Bordelais. Et puis on parlait, etc. Puis à un moment donné, je goûte mon Lafite, bouchonné. Je regarde la dame qui me cherchait le regard comme ça, qui me regarde, je fais un petit signe comme ça, je fais un petit signe aussi, ce vin était bouchonné. Alors, monsieur me dit, Michel, vous pensez quoi de ce vin? Je dis, je suis un peu embêté parce que je crois qu'il est bouchonné. Ah bon, toi tu prends un truc? Ah oui, il est bouchonné. Il avait goûté, il avait dit oui. La même chose. Hop, on va lui rechercher 70, on ouvre, hop, la Lafite, il goûte, paf, truc extraordinaire. Deuxième vin, bouchonné une deuxième fois. Deuxième fois, il n'a pas vu non plus. C'est-à-dire que c'était un grand Lafite, c'était le meilleur millésime, et bien il ne voyait pas, il ne détectait pas le bouchonné. Parce qu'il y a tout un travail sociologique, et les femmes sont nettement plus géniales que les hommes pour ça. Une petite anecdote, si on a le temps aussi, il y a eu un restaurant magnifique à Caen qui s'appelait une cuisine extraordinaire, qui faisait des trucs de fou, on finissait des trucs à 4 h du matin, puis un jour il me dit, je vais vous faire goûter des trucs là. Et vous allez me dire ce que c'est. Et il arrive avec un jus de, je sais pas, ça ressemble à un jus de pomme. Il nous sert ça, on était 1994. Il nous fait goûter ça, et on goûte, et personne n'est capable de dire si c'est un vin, si c'est un jus de pomme, si c'est un vieux cidre, si c'est un calva hors d'âge, impossible à identifier. Et alors tout le monde cherche, etc. Il y avait, on peut le dire parce que c'est tout à son honneur, c'était Édouard Zarifian qui était là, qui hélas plus là, et il y avait sa femme qui était ici, également. Et elle, à un moment donné, elle dit, alors tout le monde avait dit n'importe quoi, hein. Et elle, à un moment donné, elle dit ça c'est un sauterne. Tout le monde dit non, c'est pas un sauterne, et Michel, le chef, dit si, c'est un sauterne. Et il dit ah bon, alors quand on met le nez dedans, on se dit tiens, un sauterne, c'est quoi comme sauterne, etc. Et puis, à un moment donné, elle dit ça pourrait être Yquem.
Il dit c'est nickel. Il avait fait le repas des chefs d'État du 6 juin 44, du 50e anniversaire, donc on était en 94, et c'était d'un nickel 45, le 44 n'est pas bon. Et il avait dit, j'ai servi à la préfecture, il y avait je ne sais plus qui, Reagan, Mitterrand, enfin, les chefs d'État de l'époque, il dit il en restait un petit peu, j'ai ramené ça à mes potes, c'est ce que vous avez goûté. Personne n'a été capable de dire, sauf Madame Zarifian, parce qu'elle a dit, mais en gros, moi je suis une femme, je joue pas mon rôle social là-dedans. Si je me trompe, eh ben, tant pis, les mecs, c'est d'un seul coup, ils perdent leur virilité. C'est un Orangina de 1940, j'ai dit n'importe quoi, j'ai pris ça pour un Porto, j'ai honte. Je dis, mais moi je sens, je goûte, je dis ça. Paf, elle avait la culture d'abord. Puis elle avait aussi la physiologie. Et je pense que, parce que les humeurs chez les femmes ne sont pas les mêmes, c'est pas politiquement correct aujourd'hui, parce que nous n'avons plus de sexe, nous n'avons plus de corps, il n'y a plus des genres, et que la construction conceptuelle est cérébrale. Il n'empêche, l'utérus est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, et la prostate plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Donc il y a effectivement aussi une biologie, une physiologie qui fait que les femmes sont plus douées pour sentir, elles sont plus intelligentes dans la sensualité, et puis socialement, elles risquent moins l'erreur, parce qu'on dit, oh, c'est une femme, c'est trompé. Je dis qu'on dit, j'ai pas dit que je disais. C'est ce qui fait qu'effectivement, dans la dégustation des vins, y compris les vins biodynamiques, il y a tout ce travail culturel. C'est-à-dire que quand on arrive avec son verre, on n'a rien fait encore, on n'a pas mis le nez dedans, on n'a pas mis ça en bouche du tout, on n'a pas encore goûté, mais si on a déjà vu l'étiquette, si on sait ce qu'on va goûter, on a déjà un avis et on a presque intellectuellement goûté ce qu'on allait goûter. C'est pour ça que sur les gens qui ont la religion du vin biodynamique sont des gens dont je sais qu'on ne pourra pas s'entendre parce qu'ils partent du principe que c'est systématiquement bon. Moi, je pars du principe que je n'ai eu que des mauvaises expériences, mais le premier qui me fera la démonstration que je peux en avoir une bonne expérience, je lui offrirai la caisse du vin en question. Merci. Alors, Il y a le Michicon. Donc, oui, on essaye de le savoir, et maintenant, avec les moyens actuels au niveau de la réservation, donc c'est sur notre site internet, quand les gens réservent, on essaye de savoir, évidemment, s'il y a certaines allergies ou s'il y a des problèmes de cet ordre-là, pour qu'on puisse au moins se préparer. Alors, Michel Onfray, il semblerait que vous ayez fait du chemin sur ce sujet, parce que si on ouvre le ventre des philosophes, qui date de 1989, vous écrivez: faut-il s'étonner de trouver dans la galerie des végétariens illustres des amateurs célèbres de sang et de chair fraîche, deux exemples d'herbivores célèbres, Saint-Just et un peu plus loin, Hitler. Est-il utile de s'étendre? Donc là, vous dézinguez les végétariens, on est en 89, mais dans Cosmos, il y a une critique de l'élevage industriel qui fait que vous semblez pencher aujourd'hui du côté des végétariens, sans en être un. Oui, je dis qu'en matière de végétarisme, je suis croyant mais non pratiquant. Donc, oui, j'ai sûrement évolué sur ce sujet-là, encore que je pense que le véganisme, le végétarisme aussi, mais c'est une spiritualité des temps sans religion. C'est une religion, parce qu'effectivement, à chaque fois que vous mangez quelque chose, il faut faire attention, ça c'est interdit, ça c'est autorisé, il y a des lieux dans lesquels vous allez, des lieux dans lesquels vous n'allez pas. Après ça, il faut faire attention, parce que de temps en temps, dans certains alcools, il y a des substances animales qui sont utilisées, donc dans certaines bières. Donc maintenant, il faut faire des bières véganes, il faut faire des vins véganes, etc., etc. Et ils sont chiants, les véganes, hein. Je dois dire que vraiment, c'est bien pour un repas. Moi, quand je dis soit un repas, ça va, mais 8 jours, je ne peux pas manger des carottes pendant 8 jours. Et donc, je suis allé vite sur ce sujet-là, dans le ventre des philosophes, parce que c'était pas le sujet, je n'ai pas abordé la question du végétarisme plus que comme ça en passant, en disant, c'est quand même étonnant que ces gens qui veulent absolument préserver les animaux en estimant qu'il ne faut pas faire souffrir les animaux, ce soit Saint-Just qui envoyait les gens se faire décapiter en 93 et Adolf Hitler dont on connaît le trajet. On sait par exemple que la législation la plus avancée à l'endroit des animaux, c'est la législation nationale-socialiste. Ce sont des faits. Je dis simplement qu'il y a parfois chez ceux qui ont un grand souci des animaux, une grande détestation des humains, de l'humanité, de la réalité, du réel, etc. Alors je développe effectivement un petit peu plus dans Cosmos en disant qu'on ne peut pas être végétarien. Parce que les végétariens, c'est souvent un sport de bobos, là pour le coup, qui ne connaissent pas la nature. C'est-à-dire que le lait, ça vient d'une vache et que la vache, pour avoir du lait, ait eu besoin d'un veau. Et que si effectivement ce lait qui est fait pour le veau, si vous voulez pouvoir en disposer pour les hommes, eh bien il faut retirer le veau de la mer, donc le tuer. Ça veut dire effectivement que si vous êtes cohérent,
eh bien, vous ne pouvez pas être végétarien, parce que vous ne pouvez pas manger, boire de lait, ni donc de yaourt, ni donc de produits laitiers, parce que derrière ça, il y a le meurtre du veau. C'est la même chose avec les œufs. Si vous avez des œufs, eh bien, il faut que, etc., etc. Enfin, il y a toute une explication naturelle qui fait que, si vraiment on veut l'être végétarien, c'est pas végétarien qu'on doit être, c'est vegan. Parce qu'effectivement, les véganes sont cohérents. Eux sont cohérents, parce que il n'y a pas d'exploitation animale, y compris dans le refus de la laine, de la soie, du cachemire, du cuir et ce genre de choses. Plus de choses qui sont le refus également de choses auxquelles je souscris, les combats de coqs, la tauromachie, la pêche, la chasse, enfin ce genre de choses. Les élevages de cirque, les animaux de cirque, les courses de chevaux, etc. Mais je dis, si les végétariens ne sont pas légitimes parce qu'il faudrait être vegan, les véganes sont illégitimes. Je réponds non, parce que si vraiment on veut être vegan, eh bien, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons, hein, c'est ce que Kant appelle universaliser sa maxime, c'est-à-dire d'un seul coup, imaginons un monde vegan. Qu'est-ce qu'on fait des animaux qui existent là, actuellement? Qui ne sont pas des animaux sauvages. Il y a vraiment que des gens des villes pour croire que les vaches sont des animaux sauvages, ou que les chevaux sont des animaux sauvages. Il suffit juste d'aller voir les peintures pariétales et de voir que les animaux sauvages n'existent pratiquement plus. Il n'y a plus que des animaux qui ont été domestiqués pour l'homme. C'est-à-dire que si on arrête, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec les vaches? On les libère, les cochons on les libère, les chevaux on les libère, les poissons rouges on les libère, les animaux on ouvre les cages et puis on libère les animaux. C'est ça, la logique végane. Et ça devient quoi? D'abord, les animaux se font tuer. C'est évident que c'est un carnage, que ces animaux domestiques, quand ils rentrent dans la nature, lâcher les poules et les poulaillers, vous allez voir, le renard va s'amuser. On va détruire tout ça. Il y a un moment donné où les animaux vont revenir à l'état sauvage, où les animaux domestiques vont se faire manger par les animaux sauvages, et où les hommes ne pourront plus se défendre des animaux sauvages. Parce que quand les animaux sauvages deviendront extrêmement importants et menaceront les hommes, qu'est-ce qu'on va faire? On les tue pas. Donc je dis, il y a juste une espèce d'incohérence à croire que on pourrait être végétarien sans être vegan, et quand on est vegan, il y a une incohérence à croire qu'on devrait pouvoir aller jusqu'au bout et en faire un projet de société, parce que c'est intenable d'un point de vue de la civilisation. C'est intenable. En plus du fait que les véganes savent bien que nous avons besoin d'un régime carné, que les protéines qui nous manquent quand on est vegan, il faut qu'on les ajoute avec des produits qui sont des produits pharmaceutiques d'une certaine manière. Donc je dis, effectivement, il y a une incohérence à vouloir être végétarien sans être vegan, et être vegan pour les conséquences qui sont ce qu'on imagine. J'ajoute que les arguments qui sont donnés du genre « il ne faut pas faire souffrir les animaux » sont des arguments qu'il faudrait étendre à toute créature vivante. Et ces gens-là ne connaissent pas les arbres, ne connaissent pas les plantes qui souffrent. Les plantes souffrent. Moi j'aime les plantes, je les vois vivre. On a aujourd'hui la possibilité de filmer, de faire une image toutes les heures, par exemple, d'une plante, et puis on fait une image, et puis quand on a filmé pendant 6 mois, on passe en accéléré, vous avez tous vu ça à la télévision, et vous voyez d'un seul coup une plante qui sort, comme ça, de la terre, et puis qui va s'épanouir, et puis qui va fleurir, donner un fruit, puis qui va tomber, disparaître, etc. On voit le vivant quand on l'accélère pour nous inviter à penser, parce qu'on n'arrive pas à concevoir qu'il y ait du vivant dans le végétal aussi. L'homme est vivant, l'animal est vivant, le végétal est vivant aussi. Et le végétal, il va au-delà de l'idée qu'on s'en fait. Je raconte souvent cette histoire des acacias qui sont broutés par des impalas. Ces petits animaux rongeurs qui mangent des acacias dans une réserve, c'est clos, et qui mangent tellement l'acacia qu'ils sont en train de mettre en péril la population d'acacias. Que font les acacias? Ils dégagent une substance toxique qui fait que quand les impalas mangent les arbres, eh bien, ils meurent. Ils informent les autres arbres avec des gaz qui permettent de dire à d'autres arbres qui n'ont pas été mis en péril qu'il y a un danger et qu'il faut dégager cette toxine. Donc les acacias ont conscience du danger pour eux, mais également pour la communauté des arbres. Ils sont capables de communiquer par des gaz qui sont envoyés. Ces arbres sont capables de concevoir qu'il y a un message de dangerosité et de dégager la substance toxique qui va tuer les impalas. Et quand les impalas auront arrêté de brouter parce qu'eux-mêmes auront compris, à ce moment-là, ils vont recouvrer la santé et un autre message permettra aux acacias de dire on n'a plus besoin de dégager cette toxine-là, etc. Ça veut dire qu'il y a de la conscience, ça veut dire qu'il y a du langage, ça veut dire qu'il y a de la communication, ça veut dire qu'il y a de la mémoire et que tout ça, ça se passe chez les végétaux.
Donc ça voudrait dire que les véganes, quand ils ne mangent que des végétaux, estiment à tort que les végétaux ne souffrent pas, ne sont pas des vivants, et que l'argument de la souffrance n'est pas acceptable parce que la réactivité des fleurs, des plantes... Alors, oui, je suis... conclusion, manger, c'est toujours manger du vivant. Oui. Voilà. Et alors... Donc du souffrant. Qu'est-ce qu'on va manger d'ailleurs? On fait un assortiment de fromage? Il y a un assortiment de fromage avec des